Eh bien bonjour à tous, nous sommes le 3 janvier 2022. Une nouvelle petite vidéo à propos de turbine et à propos surtout de turbine Pelton. Donc là on se trouve face à la version 2 de la turbine que j'ai faite. Et comme vous pouvez l'entendre, j'ai des bruits d'air dans la canalisation. C'est parce que actuellement l'eau a énormément baissé au niveau de la prise d'eau. Et l'injecteur, qui est un injecteur fixe parce que l'injecteur variable ne fonctionne pas quand il n'y a pas assez d'eau. Et là, l'injecteur fixe que j'ai est un injecteur qui était percé à 6,5 mm et il consomme trop d'eau. Ce qui fait que le niveau là-haut est insuffisant pour faire fonctionner la turbine. Et du coup, ça fait que la pression d'eau dans la turbine, dans la canalisation a énormément baissé. On se trouve à 5 bars. Et 5 bars, c'est vachement limite. Donc actuellement, avec les deux prises d'eau en fonctionnement, avec la nouvelle prise d'eau et l'ancienne, j'arrive à peine à produire 300 watts de puissance instantanée. Donc l'eau a énormément baissé en cette fin de 2021 et en début d'année 2022. Ça a très bien fonctionné octobre-novembre, au moment où j'avais le plus besoin. Décembre a été relativement quand même ensoleillé, donc j'ai pu passer le cap avec les panneaux solaires et quand même la turbine. Et depuis maintenant quelques jours, j'ai apporté une modification à la prise d'eau là-haut. J'avais une deuxième petite arrivée d'eau qui se trouvait à peu près à 40 mètres, légèrement en dessous de la première, en altitude, en dessous en altitude, à 2-3 mètres de différence. Et donc j'ai capté cette deuxième petite arrivée d'eau. Je l'ai amenée avec un tuyau de 50 jusqu'à peu près 3-4 mètres après la première prise d'eau. Et j'ai mis un T, ce qui fait que maintenant j'ai deux arrivées d'eau qui partent de là-haut. Deux petites arrivées d'eau qui partent de là-haut et pour arriver à la turbine. C'est pas pour produire beaucoup plus que mon maximum, c'est surtout pour avoir une puissance relativement plus importante en cas de faible débit d'eau de la première prise. Donc j'avais ces petites sources qui se déversaient là sur le bord de la route que j'ai réussi à capter à un moment juste à une quarantaine de mètres en dessous de la prise d'eau principale. Il y a une autre traversée de route avec une buse et j'ai réussi à récupérer cette eau au bout de la buse. Il n'y a pas énormément d'eau. J'estime que je suis à peine actuellement à peine à 1 litre par seconde. Je pense qu'on doit tourner actuellement à 1 demi-litre par seconde. Mais cette petite quantité d'eau, ajoutée à la quantité d'eau de l'autre prise d'eau, fait que j'augmente un peu ma production d'à peu près 100-120 watts. Et ce qui est fort appréciable dans les moments où il y a très peu d'eau justement. Parce que quand il y a de l'eau suffisamment, la prise principale est suffisante, mais là, le niveau a extrêmement baissé et grâce à cette petite prise supplémentaire que j'ai effectuée, j'arrive à peu près à gagner 100-120 watts actuellement. Donc actuellement là je récupère l'eau qui ressort de la route dans ce petit filtre tamis, on va dire. Donc j'ai mis un filtre très fin dessus pour chasser les impuretés et puis l'eau est captée et part dans le tube de 50 mm là sur à peu près 40 mètres. Voilà, donc le tube court actuellement là par-dessus les fougères sèches. J'ai mis des petits piquets là régulièrement pour éviter que le tube ne glisse dans la pente. J'ai pas mal de pente là.
Et il rejoint donc le tube principal qui se situe à peu près 4 à 5 mètres après la brouette de récupération d'eau que j'ai à la prise. Grâce à un T, et voilà, les deux tubes se relient dans un T et ça part après directement à la turbine. Donc la cuve principale est implantée là au niveau de la première prise d'eau. Suite à ça, j'ai un tube de 50 mm qui part, et au bout de 4-5 mètres après le départ de la cuve principale, j'ai le T qui permet de récupérer l'autre tube de 50 mm qui vient de la seconde prise d'eau. Donc là, pour pouvoir continuer à vous parler dans le calme, j'ai coupé la turbine, j'ai coupé l'arrivée d'eau. Alors pourquoi? Parce que je vais sûrement, et je suis parti pour réaliser une version V3. Pourquoi? Parce que la première turbine que j'ai réalisée donc, est équipée de ce générateur, celui que vous voyez actuellement, et était équipée à l'origine de cette roue Pelton. Donc c'était un ensemble, un kit complet que j'avais acheté sur eBay et qui m'a donné de bons résultats. Le problème, c'est que j'avais aucune information du tout sur ce générateur, sur les performances de ce générateur, excepté qu'il a été donné pour pouvoir produire, on va dire, jusqu'à 4000 watts de puissance pour une tension, logiquement à 4000 watts de 240 volts. J'ai jamais obtenu ces 240 volts en charge. J'ai jamais dépassé non plus de 1000 watts de puissance avec ce générateur. Pourquoi? Parce que peut-être que mon site n'est pas adapté, j'ai peut-être pas assez de pression ou de débit d'eau pour pouvoir faire monter ce générateur jusqu'à 4000 watts. Donc j'ai pas la puissance mécanique nécessaire pour produire 4000 watts électriques d'énergie, enfin de puissance, et donc pour tourner correctement. Néanmoins, 1000 watts, ça me suffit largement dans les périodes où il n'y a pas d'ensoleillement. Ça produit quand même dans ces cas-là jusqu'à 24 kWh par jour d'énergie. Et comme cette énergie, je la stocke en batterie, ça me permet de pouvoir passer la journée et tranquillement avec l'énergie produite par cette turbine. J'ai donc décidé de réaliser la version V3. Cette fois, je vais utiliser un servomoteur Siemens. C'est un moteur à l'origine qui est à aimant permanent, qui peut servir bien sûr de générateur, parce que tous les moteurs à aimant permanent peuvent servir de générateur. Et là, je connais un peu plus les caractéristiques de ce générateur. Je sais qu'il faut, pour qu'il produise à son point maximum 4000 tours minute et à cette rotation par minute, il devrait me produire à peu près 160 volts entre phases et jusqu'à 16 ampères par phase. Pour pouvoir bien sûr le faire tourner à cette vitesse, il faut que la roue Pelton soit adaptée aux caractéristiques du site, de façon à avoir la bonne vitesse de rotation. Donc après des discussions avec et Laurent Moreau de hydroturbine.info et avec l'ami Alessandro de AG Hydro en Italie, j'ai calculé que pour pouvoir faire tourner ce générateur à haute vitesse, j'arriverai peut-être pas aux 4000 tours minute en charge. Il me fallait des roues dont le diamètre hydraulique, donc le diamètre ou le rayon hydraulique, soit relativement court. Actuellement, j'ai un rayon hydraulique de 8 cm sur la roue actuelle et avec ce générateur, tandis qu'avec le générateur Siemens, il va falloir que je tombe à peu près à 4, voire en dessous en rayon hydraulique, de façon à faire monter ce générateur très haut en tension, en rotation, aux alentours de 3000-3500 à peu près. Donc j'aurai pas les 160 volts
maximum en charge, je parle bien en charge, mais je devrais arriver, je pense, peut-être à du 140, 130, 140 volts, qui devrait être suffisant pour pouvoir générer de la puissance. Voici le générateur, enfin le moteur Siemens qui va me servir pour cette version 3 de cette nouvelle turbine. Donc c'est un moteur brushless, donc sans balai, à aimant permanent. C'est des moteurs qu'on trouvait sur des machines à commande numérique pour des déplacements de chariot ou des déplacements d'outils. Et ce joli petit moteur Siemens m'a été fourni par Gérald de la chaîne Le Brûlant. Je vous conseille d'aller voir cette chaîne. Gérald fabrique des panneaux thermiques à air chaud pour le chauffage des maisons. Donc c'est un moteur générateur, donc un moteur, parce que tous les moteurs aimant permanent peuvent faire générateur en s'en servant à l'envers, c'est-à-dire que si on envoie de l'électricité dans le moteur, l'arbre va tourner et le moteur va produire une force mécanique. Par contre, c'est à l'inverse, si on envoie une force mécanique sur l'arbre et qu'on fait tourner l'arbre, eh bien, le moteur va se mettre à générer de l'électricité et donc de devenir un générateur. Quand on regarde de près la plaque signalétique qui vous donne toutes les informations donc sur le moteur, un des premiers éléments très importants qui va nous permettre de confirmer que c'est bien un moteur à aimant permanent. C'est clairement inscrit sur la plaque signalétique. Deuxième point très important, c'est la vitesse de rotation de ce moteur. La vitesse de rotation nominale qui permet de générer le maximum de puissance à cette vitesse de rotation. Ensuite, un autre point aussi très important, c'est la tension que va délivrer ce moteur à aimant permanent. Donc là, on sait que c'est un moteur à aimant permanent triphasé câblé en étoile et qui va donc générer une tension entre phases de 150 volts alternatif. Il faudra bien sûr après redresser cette tension pour pouvoir l'exploiter au niveau du régulateur de charge MPPT. Et puis dans notre cas, là, très important, un paramètre qui va nous permettre de définir à peu près quelle puissance on va pouvoir générer à peu près. On s'aperçoit que donc il est donné pour une intensité, donc quand il va tourner à 4000 tours minute, qu'il va travailler dans son point optimum, il va générer ou il va consommer une intensité de 14,5 ampères. Donc si on fait le calcul à peu près grossièrement P égale 8 pour savoir quelle est la puissance de ce moteur, voilà, on multiplie 150 par 14,5 et on obtient à peu près 2100 watts, il me semble. Donc on peut estimer que ce moteur, là, je n'ai pas le calcul exact, mais doit pouvoir produire une puissance entre 2 et 3 kW. Une chose importante à savoir au niveau de la vitesse de rotation, c'est la différence qu'il va y avoir entre la vitesse de rotation à vide. Quand je dis à vide, c'est quand le générateur n'est pas chargé et qu'il tourne sans produire de puissance en fin de compte. Il n'y a aucune charge de brancher derrière. Et la vitesse de rotation quand ce générateur va produire de l'énergie. Si votre générateur tourne à 4000 tours minute à vide, au moment où vous allez commencer à vouloir tirer de la puissance dessus, ou au moment où vous allez brancher une charge, sa vitesse va se diviser par 2 à peu près. En fin de compte, c'est 0,48 de la vitesse à vide. Ce qui fait que si vous avez prévu votre système pour tourner à 4000 tours minute à vide et que vous mettez le système en marche, vous allez tourner donc à peu près à 2000 tours minute, ce qui fait que le générateur ne sera pas dans ses conditions optimum de production de puissance. Donc il faut pouvoir calibrer et étudier le système de façon à faire tourner le moteur
à vide à 2 fois sa vitesse de rotation nominale, de façon à ce qu'une fois qu'il va être en charge, arriver à conserver sa vitesse de rotation nominale de 4000 tours minute pour pouvoir produire le maximum de puissance. Donc pour pouvoir avoir une turbine qui va être le plus performant possible, la plus performante possible, il faut passer impérativement par une phase d'étude et de calcul. Premier calcul à faire, c'est quel est le potentiel énergétique de votre chute, de votre site. Et donc ce potentiel, on va le déterminer en fonction de la hauteur de chute d'eau et du nombre de litres par minute qui va passer dans les injecteurs. Donc la formule est assez simple. La puissance que vous allez obtenir de votre site, la puissance en watts, est égale au débit en litres par seconde qui vont passer dans les injecteurs, multiplié par la hauteur de chute exprimée en mètres, multiplié par le rendement. Alors le rendement, c'est pas facile à établir au départ. Moi, j'ai fixé mon rendement à 0,65, soit 65% de rendement. J'espère obtenir un rendement plus important avec cette nouvelle turbine. Et enfin, on multiplie le tout par 10. Alors 10, ça représente l'accélération de la pesanteur. C'est un paramètre constant sur Terre. Il ne serait pas pareil si c'était sur la Lune, mais sur Terre, il est de 9,81. J'ai volontairement arrondi ce chiffre à 10 là pour la facilité des calculs. Donc sur mon site, la puissance devrait être de 806 watts, qui correspond à 2 litres par seconde qui vont passer dans les injecteurs, multiplié par 62 mètres de hauteur de chute, multiplié par 0,65 le rendement, et multiplié par 10, c'est l'arrondi de l'accélération de la pesanteur. Donc maintenant que l'on sait quelle puissance à peu près en watts va pouvoir produire pas cette turbine, mais le site en lui-même, hein, il va falloir, pour déterminer les roues Pelton, connaître la vitesse de l'eau. Donc la vitesse de l'eau est dépendante de la hauteur de chute et se calcule un peu plus difficilement. Du coup, il faut faire une racine carrée de 2 multiplié par 10, donc 10 c'est toujours l'arrondi de l'accélération de la pesanteur, et h multiplié par h qui est toujours la hauteur de chute. Donc dans mon cas, sur mon site à moi, on va faire racine carrée de 2 multiplié par 10 multiplié par 62, ce qui va nous donner une vitesse de l'eau en sortie d'injecteur qui va être de 35 mètres par seconde, ou si on veut 126 km/h. Maintenant que l'on a trouvé quelle était la vitesse de l'eau de la chute d'eau, la vitesse de l'eau dans la chute d'eau et donc en sortie d'injecteur, on va pouvoir choisir et déterminer quelle roue Pelton on va pouvoir utiliser. Avant cela, il va falloir que l'on calcule la vitesse angulaire qui nous permettra juste après de pouvoir calculer la vitesse de rotation de la roue. Donc là, j'ai trois roues Pelton. Une première donc, qui vient de chez AG Hydro en Italie, de chez Alessandro, qui est une 85 mm de diamètre hydraulique, ce qui correspond à un rayon hydraulique de 4,25. Là, j'ai une 100 mm de diamètre hydraulique. Pareil, le rayon est de la moitié, donc 5 cm. Et là, j'ai la roue américaine de chez Montenergie qui fait à peu près 20 cm de diamètre avec un rayon hydraulique de 80 mm. Donc pour déterminer la vitesse angulaire de chaque roue Pelton, donc la vitesse angulaire qui s'exprime en radians par seconde, l'unité c'est oméga, donc oméga égale V sur R, V divisé par R. V est exprimé en mètres par seconde, c'est la vitesse de l'eau, et R c'est le rayon hydraulique de la roue Pelton qui est exprimé en mètres. Après avoir déterminé la vitesse angulaire de vos roues, il
Reste plus qu'à faire une conversion pour avoir la vitesse de rotation par minute. Donc n, c'est la vitesse de rotation par minute, est égale à oméga, donc la vitesse angulaire qu'on vient de déterminer, divisé par 2pi, et le tout multiplié par 60 pour avoir une rotation par minute. J'ai donc 3 roues, et je sais que la vitesse de l'eau qui va être en sortie d'injecteur sera de 35 mètres par seconde. Donc avec la roue de 85 mm, je vais avoir une vitesse angulaire de 820 radians par seconde, ce qui va me donner en rotation par minute 7841. Avec la roue de 100 mm, 698 radians par seconde, 6664 rotations par minute. Et avec la roue de 200, 436 radians par seconde, qui donne 4165 rotations par minute. Ça, bien sûr, ce sont des vitesses de rotation à vide. Maintenant, en charge, donc on sait que logiquement, en charge, la vitesse de rotation va baisser de 2 à peu près, va être divisée par 2. C'est multiplié par 0,48. On va prendre 0,5 pour être pour que ce soit plus simple. Donc avec la roue de 85 mm, du coup, je devrais avoir une vitesse de rotation quand le générateur produira sa puissance maximum de 3763 rotations par minute, avec la roue de 100, 3199 et avec la roue de 200, 1999. Donc on voit là bien sûr que le générateur étant prévu pour donner son maximum à 4000 tours minute, la roue la plus adaptée reste à mon avis la roue de 85 mm qui colle à peu près en rotation avec la rotation optimum du servomoteur. Néanmoins, j'ai du mal à penser que mon alternateur générateur pourra tourner à peu près à 8000 tours minute. Ça me semble une vitesse très très haute pour ce générateur. Il va y avoir des pertes dues à plein de paramètres, hein, la résistance de la roue par rapport à l'eau, les effets magnétiques entre le rotor et le stator. Voilà, on verra. Moi, je pense qu'on n'arrivera pas à vide à cette valeur de 7841 tours par minute. Voilà, donc de toute façon, ça me semble la roue de toute façon la plus adaptée à ce générateur. Bon, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui sur cette vidéo, elle est déjà assez longue. La prochaine vidéo, ça sera pour les essais de cette nouvelle turbine. Alors, je ne vais pas vous refaire un tuto ou une explication sur comment j'ai réalisé la caisse en plexiglas, etc. Si vous voulez avoir les détails, vous consultez les anciennes vidéos que j'ai faites sur la version 2 de la turbine Pelton. Voilà. Je vous remercie d'avoir résisté pendant ces longues minutes à un peu de théorie. Je pense que c'est important de faire de la théorie pour savoir ce que l'on réalise exactement et quelles sont les contraintes et quelles sont les mécaniques qui sont en œuvre pour pouvoir produire comme ça de l'électricité et pour pouvoir convertir de l'énergie hydraulique en électricité. Si ça vous a plu quand même, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut et je vous dis à très bientôt. Ici, aujourd'hui, il a neigé, là, je vais aller faire un petit tour à l'extérieur avec les chiens, faire un bonhomme de neige.